Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. La procédure de destitution contre Macron, honteusement rejetée par une majorité de députés, ce qui est on ne peut plus normal, le libre arbitre de nos députés n'est pas si libre que ça. Je sais pas ce qui les a retenus de passer à l'acte. La trouille, ouais, ça doit être ça. Et surtout, on ne tire pas sur le surveillant-chef, chacun connaît sa tendance à la psychopathie et les risques encourus pour aller à contresens du foutriquet de l'Elysée. Voter contre le patron, c'est un coup à finir au bagne avec les pires sévices, comme écouter Vincent Delerme par exemple, ou lire les mémoires de Bernard-Henri Lévy-Barque. Changeons vite de braquet et passons aux jolis instants que nous promet la France Libre, une émission du CNTF-CH. Vous êtes conviés, soyez les bienvenus. Bonsoir Bruno, bonsoir Yota, bonsoir Jean-Pierre, bonsoir Philippe et bonsoir à vous qui nous regardez. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à Désolé, je tous et n'aurai toutes. pas ma caméra ce soir car je suis dans un lieu où il n'y a pas de réseau. Alors bonsoir quand même Jean-Pierre, et bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Alors Bonsoir. dans ta petite Bonsoir, intro, Jean-Pierre. Sylvain, j'ai repéré un hommage très subtil, la trouille sans doute, qui renvoie à une réplique à l'époque faite par Michel Blanc, que nous avons perdu aujourd'hui, je crois. Michel Blanc, Je sais l'acteur. pas ce qui me retient de te casser la figure. La trouille La peut-être, trouille, ouais, sans ça doit être doute. ça. Oui, c'est ça. Réplique avec Thierry Lhermitte. Exactement. Donc c'est notre jeunesse et tous nos plaisirs. Donc adieu à ce garçon, à ce monsieur, voilà, et paix à son âme évidemment. Alors moi j'ai quelques actus en dehors effectivement de la rubrique nécrologique. J'ai quelques actus que je pourrais vous partager. Alors en Caroline du Nord, vous savez il s'est passé des choses assez extraordinaires au niveau des intempéries, c'est-à-dire ils ont une tornade qui s'appelle Hélène, qui est d'une force qui n'a jamais existé auparavant. Évidemment, tout le monde a un peu les yeux tournés en direction d'une force qui soit pas tout à fait naturelle, n'est-ce pas? Et qui fait que la Caroline du Nord, elle a été sevrée, séparée, coupée de 360 sous-stations électriques. Ça veut dire qu'il y a 360 sous-stations qui n'ont plus d'alimentation électrique. Alors, je ne sais pas le chiffre que ça représente en personnes, nombre de personnes concernées par le phénomène, mais c'est énorme. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont là, non, qui n'ont plus d'électricité, quoi. Il n'y a plus rien. Ils sont abandonnés de Dieu et des hommes. La FEMA, cette organisation qui est censée aider justement les gens dans le cas de catastrophe, ne fera rien. Ça a été dit comme ça. À part peut-être dévoyer, détourner, récupérer les dons qui sont envoyés par les autres Américains pour essayer d'aider ces pauvres, ces pauvres personnes de la Caroline du Nord. Et on espère que les dons arriveront dans les bonnes poches, mais rien n'est moins sûr. Voilà ce que je pouvais dire. Et puis d'autres informations concernant toujours Big Pharma, n'est-ce pas? On en revient toujours à Big Pharma et au Japon contre toute attente, puisqu'il y a quelques jours en arrière ou semaines en arrière, on avait eu l'occasion ici même de dire que le Japon arrêtait la notion de l'ARN messager, hein, donc ne voulait plus entendre parler de l'ARNM dans les vaccinations et considérait que c'était une atteinte à la sûreté des gens et donc un crime contre l'humanité, ni plus ni moins. Et puis là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? Que le Japon autorise l'utilisation de nouvelles vaccinations ARNM auto-répliquants et auto-amplifiants qui produira encore plus de protéines spike nocives. Voilà, ça c'est le commentaire des scientifiques, évidemment. Mais c'est quand même bizarre que ces auto-réplicants et auto-amplifiants dont personnellement je n'avais encore pas entendu parler, mais ils nous sortent une nouveauté tous les jours ou presque, eh bien ce même Japon repique au truc. Alors, c'est-à-dire se replonge dans la vaccinologie en quelque sorte, et évidemment les Japonais sont pas tout à fait d'accord. Et il y a un certain monsieur Masayoshi Inoue dont j'ai écrit le nom en français, qui est un éminent professeur qui demande le retrait et que personne ne fasse plus confiance dans cette vaccination. Donc il y a ça, je dirais que ça bagarre au Japon sur des thèmes importants et tout le monde a droit à la parole, c'est ça qui est pas mal. Et tout le monde a droit d'expliquer pourquoi il pense qu'il a raison, ce qui est pas mal aussi, quoi. Chez nous, il y a longtemps que ce phénomène-là n'existe plus. Voilà ce que je voulais dire pour démarrer. Et je cède la parole. Alors, je Moi, vais j'ai prendre ta aussi une suite. petite. Ah, je te laisse parler. Vas-y. J'en ai pour 2 secondes, Bruno. Moi aussi, j'ai une petite info. Le soleil a tapé très, très fort il y a 2, 3 jours. Et donc, bien, soyez attentifs parce qu'on annonce beaucoup d'aurores boréales, surtout en Amérique du Nord, évidemment. Mais bon, voilà, on comprendra pourquoi il y a des pannes Internet et tout ça. Voilà.
Oui, ça Oui, crée des orages. le soleil est dans une phase d'activité assez forte. À toi, Moi, Bruno. je voulais rajouter une chose, ce que tu as dit, Philippe, au niveau de l'actualité. On parle beaucoup du budget de l'État français en ce moment, faire des économies, comment et où. Alors évidemment, c'est toujours en augmentant les impôts qu'ils veulent combler les trous. Donc on tourne en rond et donc on s'enfonce de plus en plus dans ce fameux trou. Et comme actualité, moi j'ai relevé simplement juste deux choses. La mairie de Paris a doublé en moins de 10 ans le nombre de ses fonctionnaires. On est arrivé à 55 000. Alors, Madame Hidalgo creuse le déficit, elle bloque le périphérique, ce qui fait que bientôt il faudra pousser les voitures pour pouvoir rouler sur le périphérique, vu la vitesse qu'il nous imposer. Et deuxième chose, rien que les arrêts de travail dans la fonction publique représentent 15 milliards de pertes. C'est juste deux exemples qui montrent qu'il y a vraiment besoin qu'au niveau de la transition, le Conseil national de transition français canal historique fasse le plus vite possible un audit des finances publiques. Parce qu'entre gaspillage, détournement de fonds et gabegie et doublons, etc., il ne faut pas s'étonner que l'argent des impôts des Français disparaisse aussi rapidement. Voilà ce que je voulais dire pour concilier. Alors, à propos d'audit, quand même rapidement, dire une chose qui me semble un préalable important, c'est qu'un audit ne sert à rien si on ne sait pas où on veut aller avec. C'est-à-dire que, évidemment, ce qu'on cherche, c'est les économies. Et les économies, tout le monde en cherche. Même aujourd'hui, on sait que la Cour des comptes a été missionnée, mandatée pour trouver des sources d'économies. On ne savait pas qu'un jour, elle servirait à ça. Et finalement, nos gouvernants sont tellement aux abois qu'ils recrutent en quelque sorte la Cour des comptes pour leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent au niveau financier, ce qui est un comble. Puisque normalement la Cour des comptes était là pour vérifier que tout se passait bien. Et comme tout s'est toujours mal passé, et qu'elle l'a toujours dit, et qu'on n'a jamais tenu compte de sa parole, eh bien on se retrouve dans une situation où ça va être de sa faute si jamais la France ne va pas bien. Alors voilà, on a vu un peu la manœuvre politicienne. Maintenant, ce qu'on voudrait effectivement repréciser, c'est que dans un futur très proche, qu'on espère très proche, d'un audit de la France par le CNTFCH ou par ses délégués, tout simplement, ses mandatés, eh bien, cet audit servira non pas à fustiger, non pas à dire vous avez vu, ce sont des méchants, on va les mettre au piquet, mais à récupérer effectivement les équilibres financiers et à rééquilibrer tout ça, et faire en sorte que non seulement il y a une justice humaine et un sentiment de justice humaine qui reviennent, parce que pour l'instant ce sentiment n'existe pas. Et on va commencer par la justice et la justesse, j'ai envie de dire, la répartition des sommes. Et c'est pour ça qu'on va faire un audit. Voilà. Alors, il y a une autre raison de cet audit, une raison très importante dont on ne parle jamais dans les médias, qui est tout simplement, comme le dit si bien Idriss Aberkane, c'est de permettre à l'État français, au peuple français, mais je dirais à l'État qui est donc les parties communes, de ne pas se contenter comme actuellement de boucher des trous et de uniquement payer les salaires, mais aussi d'investir pour créer de la richesse, pour que la richesse profite à l'État et au peuple entier. Parce que si on n'investit pas, c'est comme dans une famille, c'est comme dans un couple. Si on n'investit pas ces économies, ben on tourne en rond, on passe son temps uniquement à boucher les trous et on n'avance pas. La façon d'apporter la richesse au pays, c'est d'investir dans quelque chose qui rapporte, et quelque chose qui rapporte d'une manière écologique, d'une manière naturelle, d'une manière propre. Et ça, il y a énormément, énormément de choses à faire. Je vous renvoie à ce que fait Gunther Pauli à travers le monde et ce que propose aussi Idriss Aberkane. Et nous allons entendre Jean-Pierre qui certainement va nous parler de richesse, lui aussi, j'imagine. Oui, merci. Et oui, alors c'est ça, c'est que chaque être est riche de ce qu'il est et de ce qu'il fait avec, de ce qu'il sait faire avec joie. Je précise avec joie. Ce n'est pas une richesse de se tuer au travail. Et donc, cet audit, non seulement va servir sur le plan financier, sur le plan de l'équilibre des peuples aussi, et des êtres, mais aussi de questionner les gens du peuple pour savoir quelles ont été leurs joies et quelles ont été leurs grandes difficultés, qu'est-ce qu'ils désirent vivre et comment désirent-ils vivre ensemble. C'est pas l'audit, c'est enfin moi je souhaite qu'il soit très
très vaste sur tous les domaines de la vie. Qu'est-ce que les gens veulent vivre? Parce que on va leur poser les questions sur savoir où en sommes-nous maintenant. Mais ça m'intéresse aussi de savoir quelles ont été leurs difficultés majeures et comment peuvent-ils non seulement trouver une résilience, mais établir un vrai nouveau paradigme où ils seront heureux de vivre et Bah, d'accueillir leurs frères à vivre. Voilà. Merci. Jean-Pierre, ça signifie ce que tu dis, identifier les besoins. Exactement. Très bien, nous allons regarder l'actualité en images et on se retrouve juste après pour développer le thème de ce soir. Ah non, je vais pas le dire tout de suite, j'ai gardé un petit peu de suspense. Alors les amis, que pensez-vous de ce discours? Alors, Sylvain, moi, je vais tout de suite réagir parce que je suis d'accord et pas d'accord. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut augmenter la participation et la développer. C'est un des projets, d'ailleurs, du Conseil national de transition français Canal historique. Par contre, taxer à 10% 1200 milliards, il faut pas oublier que ces 1200 milliards sont souvent virtuels. Ça correspond à la valeur des actions d'une entreprise. Je ne sais plus quel milliardaire américain, sa société a eu des problèmes, les actions ont baissé, il a perdu en une journée 200 milliards de valeur de sa fortune. Donc c'est un peu virtuel. Par contre, taxer les grandes transactions financières, comme il a été proposé dans la taxe Tobin, les grandes transactions financières que font ces milliardaires ou que font les banques entre elles, là par contre, on ne touche pas à la valeur des entreprises. On touche simplement au mouvement financier, aux transactions financières. Et les transactions financières sont tellement énormes qu'en prenant seulement 1 ou 2%, on récupère déjà 200 ou 300 milliards, rien qu'en France. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi, ne pas faire peur aux actionnaires des entreprises, étant donné que les actionnaires des entreprises, bon, il y a des gros actionnaires, d'ailleurs, qui ne devraient pas être, c'est-à-dire des fonds américains, des fonds étrangers pour des entreprises françaises, mais il y a aussi beaucoup de petits épargnants qui ont des actions. Donc il faut faire attention. Il y a du vrai, et il y a du bon et du moins bon. Moi, j'ai envie de poser une question à notre participante féminine ce soir. Comment se passait le traitement des fortunes et la fiscalité dans la Grèce antique? Et est-ce qu'il y avait des solutions justement pour faire participer les riches sans comment dirais-je, les envoyer chez les Perses, hein, excuse-moi, et non pas chez les Grecs en l'occurrence, Bah, Philippe, tu étais tout à fait dans ma tête. n'est-ce Euh, pas? je pensais justement, si nous étions en démocratie, ces choses-là n'arriveraient pas. Alors, on peut taxer tant qu'on veut, les amis, tant que ce système de richesse n'a pas de plafond. Eh bien, de toute façon, c'est exponentiel et donc ça continuera de grandir, grandir, grandir. En démocratie, en vraie démocratie, donc à Athènes, la richesse avait un plafond. Et ce plafond, évidemment, consistait à avoir beaucoup d'argent, évidemment, mais le surplus, qui était aussi une forme de taxe, hein, Sylvain, le surplus était mis dans les caisses communes, donc la banque d'Athènes en clair, de laquelle banque il fallait faire des propositions et sur base de ces propositions et sur les votes de l'Assemblée du peuple, on pouvait sortir de l'argent de cette banque commune. Donc voilà, c'est encore un schéma qu'on a de l'oligarchie aujourd'hui qui fait que, eh bien, taxer, c'est des réformes, ce n'est pas une loi à la base qui décide que, par exemple, on est riche à 20 millions et que le surplus est mis dans la banque commune athénienne. Donc, on voit que le système doit être changé par la racine. Ce n'était pas possible d'avoir des Bill Gates ou des gens aussi riches. Je lisais tout à l'heure que Facebook, Zuckerberg, était le deuxième homme le plus riche de la planète. Eh bien, ce schéma-là ne pouvait pas exister en démocratie. Donc, voilà, je pense que même les audits
et même les taxes, et même taxer les plus riches, ça reste toujours du domaine de la réforme. On n'a toujours pas changé le système par la racine, qui ne permettrait pas ça, évidemment, hein, parce que même si on les taxe à 10%, l'année prochaine, ils auront encore des millions et des milliards et ça ne s'arrêtera pas. Les chiffres ne s'arrêtent pas, ne Il y peuvent aurait, pas s'arrêter. il y aurait deux choses à faire, Yota, dans une véritable démocratie au XXIe siècle. C'est je ne vais pas dire de forcer, mais d'inciter fortement les personnes qui sont très riches dans le pays à investir uniquement le surplus pour aider des petites entreprises du pays à se développer au niveau du peuple. Et la deuxième chose, c'est d'établir une véritable loi antitrust qui évite qu'une seule personne ou qu'une seule société monopolise un secteur d'activité en écrasant la concurrence. Parce que c'est un peu souvent ce qui se passe, même avec les appels d'offres d'État, où la plupart du temps, c'est rappelé par des entreprises qui sont toujours les mêmes. Dans la construction, en Bouygues, Eiffage, bon, c'est toujours les mêmes. Donc là aussi, il faudrait que la redistribution des contrats d'État pour la construction, pour plein de choses, se fasse auprès de petites entreprises. Et là, à ce moment-là, on va vers une vraie démocratie avec un capitalisme démocratique. Voilà. Mais Bruno, ce capitalisme, si tout était dirigé par l'Assemblée du peuple, donc que les propositions soient entrées au Parlement, qu'elles soient étudiées, qu'ensuite elles passent en discussion à l'Assemblée du peuple, c'est clair que tout cet argent supplémentaire de la banque, et je vous rappelle que les Athéniens étaient très très riches à cette époque-là. Il n'y a qu'à voir que tous les bâtiments, toutes les sculptures, toutes les écoles qui s'étaient ouvertes, eh bien, c'était l'Assemblée du peuple qui donnait le OK pour réinvestir. Donc, quelle meilleure assurance obtenir pour les réinvestissements, Bruno? Oui, tout à Je veux fait, c'est dire, ça. on a tendance à compliquer, mais il faut simplifier, hein. Le schéma, il est très simple, je veux dire. Ici, même si on réforme, c'est-à-dire qu'on les taxe un maximum, on n'est toujours pas garanti de la suite du projet. Et comme il y a il y a des corruptions à tous les niveaux, à tous les étages, à tous les endroits, eh bien, en démocratie, au moins, ils ont réussi à couper la corruption au moins du 85%, en étant sûr que quand un budget était libéré pour un projet, eh bien, avec les contrôles de la justice de la démocratie, eh bien, tout cet argent était réinvesti jusqu'au bout convenablement. Donc, il faut aussi voir la suite du projet, hein. On ne peut pas s'arrêter au premier stade et dire, bon, on est tranquille, après ça va aller bien. C'est pas vrai. Ici, la corruption à tous les étages. Donc, il faut essayer de trouver une solution pour changer ça par la racine, Mais toujours. toutes ces propositions, de toute façon, au niveau du Conseil national de transition français canal historique, on, on sait il y aura des commissions au niveau départemental et des commissions au niveau national, notamment la commission finances. Donc, ce sera le peuple qui décidera du budget. Donc, ça revient à ce que tu disais au niveau de l'Assemblée. Voilà, De enfin moi l'Assemblée. j'ai envie de dire pour compléter que là on est justement en pleine discussion entre des avis différents et des justifications différentes. C'est bien entendu que le débat c'est fait pour ça. Néanmoins au sein du CNTS-CH, on se rend bien compte que tout ce qui n'ira plus dans les poches des oligarques ira dans les poches du bien commun, pas des voilà, hein, pas de la démocratie mais du bien commun. Et ce bien commun, effectivement, on pourra le gérer. Alors, il ressemblera à ce à quoi pourrait ressembler quelque chose de moderne, à savoir la prise de participation au capital, hein. C'était des choses qui avaient déjà été vues par Charles de Gaulle à une époque, la participation des salariés au bénéfice de l'entreprise.
Bon, ça c'est un point d'entrée, mais le véritable point d'entrée, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Yota, c'est le déplacement de plafond qui fait que ce déplacement de plafond, il part pas dans l'atmosphère, hein, il est pas brûlé, il est simplement déplacé vers le bien public. Et qu'à partir de là, effectivement, on s'arme différemment, voilà. Et puis on peut aussi, tout à fait, ce que dit Bruno à l'instant, dire aux entreprises, vous ne serez pas taxé plus d'eux, à condition que vous réinvestissiez dans le pays, dans allez, on va dire dans une activité génératrice de valeur. C'est ça qu'on cherche, hein, c'est de la valeur, création de valeur. Donc, il faut qu'on s'assure de créer de la valeur. Pour l'instant, ben, les grands oligarques, ils vont créer de la valeur ailleurs qu'ici. Ils vont créer de la valeur dans les mines, ils vont créer de la valeur dans différentes ressources primaires. Mais ils investissent peu dans la valeur ajoutée parce que c'est plus aléatoire, etc. Sauf le luxe, qui est très bien, qui marche très bien, sauf le marché de l'art, qui est complètement aléatoire et que personne ne peut anticiper à l'avance. Donc voilà, ils aiment pas l'incertitude, hein, les gens qui ont beaucoup de sous, ils aiment bien être sûrs que l'année prochaine ils vont doubler leur chiffre d'affaires, quoi, hein. Ils aiment bien ça. Par contre, leur dire qu'il y a des risques à prendre pour tripler le chiffre, ça les intéresse plus. Donc il va falloir les inciter, le mot a été dit, et je pense que c'est la bonne chose. À un moment donné, on se réunit autour d'une table et on explique voilà quel est le projet de société et voilà comment ça peut s'articuler, mesdames et messieurs. Voilà, c'était pour Mais résumer. il y a aussi, Philippe, les commissions, les dividendes, tous ces gens-là qui sont à des postes importants trouvent toujours des solutions pour récupérer de l'argent à gauche, à droite. Bah, tant mieux pour eux. Ils jouent avec les lois, ça sera je dirais la tâche du CNTFCH, comme ça a été la tâche pendant la Grèce antique de la démocratie, d'aller trouver des parades ou pas, faire jouer le jeu, voir si le jeu fonctionne, s'il est déséquilibrant, s'il est truqué à cause d'une triche. À ce moment-là, il faudra le modifier, etc. On n'a pas la science infuse. On est conscient qu'il faut changer un certain nombre de choses, mais on n'a pas la science infuse et il faudrait être très pragmatique et pas dogmatique. En même temps, il faudra pas tout lâcher, parce que si on lâche tout, là, on rend tout aux oligarques, hein. Donc il va falloir être sérieux, là. Et Voilà. Philippe, Oui, parce que, la oui, redistribution des richesses, elle se fera de deux manières. Elle se fera par la participation, comme on a dit tout à l'heure, donc des salariés au bénéfice de l'entreprise, qui seront actionnaires en même temps que de salariés, puis elle se fera par la ressource vitale de base, par le RVB, qui Absolument. sera à tout le monde. Ça sera une solution mixte et on reparlera des intérêts bancaires, de la création de la monnaie à partir de l'ère du temps, qu'il va falloir modifier évidemment, toutes ces choses qui nous traversent au quotidien, mais que plus personne ne voit. Vous savez, c'est comme cet exercice qui consiste à faire traverser un homme déguisé en gorille au milieu d'une partie de basket. Et les gens sont tellement absorbés par leur partie de basket qu'à la sortie, on leur demande ce qu'ils ont vu. Bah, on a vu une super partie de basket. Vous avez pas vu passer le gorille? Ah bah non, on n'a pas vu de gorille. Bon bah c'est ce qui nous arrive, hein. C'est-à-dire que les choses les plus importantes ne sont pas vues parce qu'elles sont pas évoquées, parce que voilà, etc. Donc nous, les plus importantes, j'en vois deux. C'est premièrement la non-représentation politique. Je pense qu'on l'a suffisamment dit et répété ici, mais il faut le redire et le répéter parce que visiblement ça n'est pas bien compris. Et puis effectivement, au niveau bancaire, c'est ce qu'a fait Inmar Charts avec Hitler et faire en sorte que les taux soient diminués et non plus que ce soit plus des taux bancaires usuraires et qu'on en revienne à des normalités plus normales, si je puis dire. Donc voilà. Et quand on aura fait ça, on aura fait des grands pas. Alors ça nous oriente vers la pertinence. Alors je voulais quand même laisser notre ami Sylvain lancer le sujet qui est un petit peu tardif, mais on l'a bien entamé. Sur la fin de l'émission, oui, allons-y. La pertinence des propositions. Mais en même temps, quelle proposition, Philippe? Bah voilà, donc quelle proposition vient suffisamment de parler en tout cas des principales qui vont animer la politique au sens large du terme quand les bascules se feront, alors que ce soit par nous ou par d'autres, hein, parce qu'on n'a pas la prétention d'avoir demain la gouvernance, évidemment non. Mais s'il doit y avoir un changement de gouvernance, c'est pas pour recommencer comme avant, quoi. Je dirais on est dans une période de grands changements. Certaines personnes n'hésitent pas à dire qu'on va rentrer en rencontre avec justement des êtres vivants qui nous ont connus à notre naissance en tant que civilisation humaine et qui reviendront nous aider pour nous faire franchir la ligne d'arrivée, si je puis dire, hein, de cette civilisation humaine qui a beaucoup souffert, qui souffre encore et qui a du mal contre ceux qui lui veulent pas du bien. Ouais, il y en a un certain nombre. Donc voilà, c'est ça qu'on va mettre en avant.
Donc Moi, voilà. j'aimerais revenir sur la proposition de Monsieur de Gaulle, que Oui. je trouve extraordinaire, bon, qui reste dans un système oligarchique une réforme, mais qui est une belle réforme. C'est-à-dire qu'on enlève le schéma pyramidal dans une entreprise et on adopte le schéma horizontal, c'est-à-dire que évidemment les employés, les ouvriers ont un petit salaire de base, mais aussi ils ont une participation en pourcentage aux bénéfices de l'entreprise. Évidemment, là, la taxation sera tout à fait différente et je ne pense pas que dans un cas pareil, on pourrait se retrouver un jour avec des caisses de l'État vides. Donc, je trouve que c'est une proposition à méditer. D'ailleurs, moi aussi, j'ai commencé à y penser à un moment donné et même peut-être arriver à faire un exemple ou à suivre un exemple. En tout cas, à Thessalonique, il y a une entreprise qui s'est écroulée il y a une dizaine d'années et les ouvriers et les employés ont décidé de continuer l'entreprise et de la gérer eux-mêmes, mais pas sous une forme de coopérative, hein, sous une forme vraiment de participants actifs à la société, c'est-à-dire des actionnaires, quoi. Et donc, évidemment, cette usine, elle a duré quelques années, mais l'oligarchie n'aimait pas parce que ça fonctionnait trop bien. Et donc, ils ont tout fait pour casser toute l'histoire et évidemment, ça a fini. Alors, là, effectivement, ce que tu évoques, c'est des choses qui se sont passées dans la réalité et la cogestion. Il y a des cogestions qui ont très bien fonctionné. Il y en a d'autres qui ont moins bien fonctionné. Enfin, je pense à des gens comme Manu France, par exemple. Ça n'a pas été terrible. Mais c'était pas forcément que de la faute de Manu France. C'était de la faute des gens autour qui voulaient que ce système fasse la preuve disons que, qui n'était pas bien, quoi. C'était pas un bon système. Et évidemment, c'était les oligarques qui étaient à la manœuvre et qui ont toujours voulu montrer que ce qui venait pas d'eux, c'était pas bien. Alors, Un ce des qui- aspects, Philippe, de l'audit, ça sera justement d'arrêter toutes les magouilles des tribunaux de commerce et des liquidateurs. oui, mais à mon avis, il faut pas s'en limiter là. Il va falloir protéger les entreprises en autogestion. Il va falloir protéger les initiatives contre justement des attaques, qu'elles soient de toute nature, hein, que ce soit la réputation ou que ce soit financier ou que ce soit bon voilà ou de Ah, stratégie. le capitalisme, avant toutes ces histoires de Karl Marx, tout ça, le capitalisme, c'était quelque chose qui était ni de gauche ni de droite, c'était simplement des personnes qui s'associent entre elles pour travailler, Oui, qui mettent un oui, capital et oui, qui créent une société. oui. Donc on revient à ça, c'est le Non, capitalisme non, de non, population. non, non, il faut pas être naïf. Il faut pas être naïf. Je veux dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis d'Amérique, la CIA travaille à 50% pour les entreprises privées, quoi, pour les intérêts des entreprises privées, qu'elle privilégie par rapport à tous les intérêts de tous les autres intervenants sur la planète, y compris nous. Hein. Comment ça se fait qu'on perde quand on a le meilleur avion du monde qui s'appelle Concorde et que finalement, parce qu'il était soi-disant trop bruyant, ils ont réussi à nous chasser des tarmacs de New York. Ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Où l'oligarchie concurrentielle, s'est fait un malin plaisir de nous dégommer, passez moi l'expression. Mais ça, je dirais que c'est la règle du jeu. Mais nous, nos petites entreprises, si elles se retrouvent face à des mastodontes qui ont décidé de les écraser, elles auront du mal. Donc il va Ben, falloir que nous, sur le CNTFCH, nous garantissions leur sécurité. Voilà. c'est pour ça, Philippe, comme on a pas dit tout à l'heure, qu'il faut des lois antitrust qui soient réelles et Voilà. efficacement applicables. C'est-à-dire une seule entité ne monopolise pas tout un secteur d'activité. Et aux États-Unis, ces lois antitrust, elles ne sont pas vraiment appliquées. Il suffit de voir les GAFAM, il suffit de voir la puissance de ces gens-là et qui bouffent tout. Et les Voilà. Donc, marchés publics seront de vrais marchés publics et pas ceux que l'on connaît aujourd'hui. oui, 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 bah ça, il y aura un petit peu de temps avant que ça s'épure, mais pas tant que ça en fait. Hein. Dès l'instant où on est sur un système qui fonctionne et qui est vertueux, on va forcément attirer la bonne foi des gens, parce que humainement, l'être humain, il est bâti comme ça. Quand ça marche bien, il n'a pas besoin de tricher. Quand ça marche bien, il n'a pas besoin d'écraser son voisin. Quand ça marche bien, il se passe tout un tas de choses heureuses et il est en osmose avec la nature. Et quand ça marche, ça commence à plus marcher bien, bah voilà, ça part dans tous les sens et on n'a plus affaire au côté sombre de la personnalité humaine. Ce qui est dommage. Et nous, on a envie de changer. On a envie que ce côté sombre fasse sa place à la lumière, tout simplement, des êtres humains.
Et est-ce que Jean-Pierre voudrait nous faire un petit peu de lumière, justement? Je t'ai vu lever la main tout à l'heure. Oui, le discours de cette dame, je me suis abstenu d'évaluer la justesse de ses propos. J'ai juste relevé un jugement qui disait qu'un monsieur était conservateur. Alors, moi, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il veut conserver, le dysfonctionnement ou le fonctionnement? Juste ça, hein. Être conservateur, ça suffit pas de dire que quelqu'un veut conserver quelque chose. Il suffit de savoir ce qu'on veut conserver aussi. Est-ce qu'on veut changer? Et dans la pertinence des propositions, pour définir qu'une proposition est pertinente, il faut déjà avoir l'aptitude de l'écouter et la largesse d'esprit de la comprendre. Donc, ça va susciter de recruter ou de mettre en place des gens capables d'accueillir les propositions. Il y a plein d'inventeurs qui ont fini par soit déposer leur brevet dans les pays autres, soit se décourager complètement. Il va y avoir besoin de bureaux d'accueil pour les propositions, pour les inventeurs qui, eux, sont spécialisés dans l'invention, mais qui ne sont pas du tout spécialisés dans la paperasse, par exemple, et dans la rentabilisation de leurs inventions. Donc, les propositions vachement bien, il va falloir des gens qui auront développé la compétence à entendre et à comprendre les propositions et après à les évaluer et savoir comment on peut les utiliser. Merci de m'avoir entendu. Et il faudra aussi penser au système scolaire éducatif pour ne plus que l'on entraîne dans nos cartables la bêtise de nos aînés. Alors Jean-Pierre, c'est par l'exercice des assemblées du peuple, hein, par l'exercice du théâtre aussi, que les gens finissent par avoir ces capacités-là. Donc l'exercice de créer des mini-assemblées du peuple partout est déjà un très bon exercice pour que les gens apprennent à écouter. Et aussi à ceux qui parlent de rester sur l'essentiel et de ne pas partir sur des... Voilà. En tout cas, Iota, il y en a un qui aurait mieux fait de pas faire du théâtre, c'est Emmanuel Macron. Ah oui, Voilà, lui, il a fait un autre théâtre, Bruno. Il a fait le théâtre de l'oligarchie. alors Et donc, Jean-Pierre, oui, oui, termine, vas-y. Allez-y, s'il vous Allez, plaît. j'y vais. Allez, c'est parti, on coupe pas. Jean-Pierre a fait remarquer la pertinence des propos de cette dame. Alors effectivement, il n'était pas très pertinent, je suis d'accord avec lui, parce que elle l'intitule Monsieur Barnier du doux nom de conservateur, alors qu'en fait, il n'est pas du tout conservateur, cet homme. Il va nous détruire à coup d'Europe. C'est beaucoup plus ça son truc. C'est l'Europe, 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 comme aurait dit De Gaulle. Il saute à pieds joints sur sa chaise en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe. Et ça fait des années que c'est comme ça. Donc, il est conservateur d'une ligne de conduite qui consiste à noyer la France dans un espace politico, si on veut, mais comment dirais-je, politico-financier qui s'appelle l'Europe. Et à ce titre-là, je le qualifierais pas de conservateur, mais au contraire de planificateur de l'Europe. Voilà. J'ajouterais de planificateur de destruction, peut-être. Ben oui, de destruction de l'entité France, oui, et de toutes les entités qui sont autour. Et si on finissait avec du joli, des amis, j'ai deux bonnes nouvelles pour finir l'émission. Oui, la première, évidemment, c'est le week-end Farniente qui arrive, le premier week-end du mois d'octobre. Et surtout, après le week-end, eh bien, nous avons rendez-vous avec vous. Bah oui, lundi, pour une nouvelle émission, La France Libre avec le Conseil National de Transition, canal historique français, évidemment. Merci Bruno, merci Iota, merci Jean-Pierre, merci Philippe, merci à vous qui nous suivez également. Excellent week-end et rendez-vous lundi avec vous.